Bonjour Pierre Méhaignerie. Bonjour. Vous êtes un homme de parole, de franc-parler, vous êtes député depuis des années UMP de l'Ille-et-Vilaine et vous êtes surtout président de la commission des affaires sociales. Alors j'ai une petite question un peu anecdotique avant qu'on entre dans le fond. Est-ce que c'est vraiment normal, si on en croit le Canard enchaîné, que Bernard Tapie touche 210 millions d'euros? Je connais pas assez le dossier, ça me paraît beaucoup, un peu surprenant, mais je crois que ce sont les décisions qui ont été prises tout à fait légalement. Mais c'est vrai, ça peut choquer dans la période actuelle. En tout cas, les parlementaires l'ont auditionné, on se retrouve avec un chiffre qui paraît mirobolant pour beaucoup de gens. Je vous sens perplexe quand même, je vous connais un peu. Je me sens perplexe, et comme j'étais accusé plusieurs fois par Bernard Tapie de ne pas l'avoir défendu, tout simplement parce que j'estimais que la justice faisait son travail. Et il a toujours répété à la télévision, à la radio, que, bien entendu, mes liens avec Jean-Claude Gaudin faisaient que je défendais d'abord le maire de Marseille. C'est complètement fou. Simplement, la justice a fait son travail. Alors venons-en donc à cette journée qui est importante, après celle d'hier qui a été importante. Je ne vais pas vous demander ce que va dire le président de la République à 11h, parce qu'évidemment c'est lui qui le dira, mais à votre avis, parce que vous êtes président de la commission des affaires sociales, qu'est-ce qu'il devrait, qu'est-ce qu'il pourrait dire, parce qu'il y a simplement une semaine de discussion prévue. Parler de la pénibilité. La majorité a un avantage sur la gauche, c'est qu'en 2003, les ouvriers, puisque c'est là le cœur du débat, c'est les longues carrières, les ouvriers, les métiers pénibles. Je parle des ouvriers, mais il y a peut-être d'autres secteurs. Car qu'on ne revient pas sur les 62 ans. Impossible. Quand on se compare en Europe, je disais hier que s'il y avait un référendum sur les 500 millions d'Européens, à qui on demanderait dans quel système de retraite voulez-vous aller parmi les 27 pays, je suis certain que la France remporterait de loin la Palme d'Or. Pourquoi ? Parce que nous avons la durée d'espérance de vie la plus longue, même après la réforme. Nous avons 24 ans aujourd'hui pour un homme et 27 ans. L'Allemagne a 20 ans, la Grande-Bretagne, 19, les États-Unis, 18. Deuxièmement, nous avons le meilleur taux de retraite, le plus proche de celui des actifs. Et le président de la Confédération française des retraités, qui représente quand même 2 millions de retraités, disait que cette réforme était inéluctable et qu'elle est la meilleure d'Europe. Je pense que, sur ce plan, revenir de 62 ans à 60 ans, la catastrophe serait grande. Alors, je voudrais vous soumettre plusieurs questions, parce que vous connaissez bien ces dossiers. Par exemple, concernant les 67 ans à taux plein, on a entendu la CFDT qui dit non, il faut rester 65, et bizarrement dans le monde, Gérard Larcher, le président du Sénat, a dit il faut peut-être étudier la piste de la CFDT. Est-ce que vous pensez possible qu'on revienne à 65 ans, ou est-ce qu'inexorablement, là aussi, les 67 ans, c'est obligatoire? Soyez francs. 67 ans, on n'y reviendra pas. Par contre, le niveau de la décote peut être modifié. Je rappelle que la décote est de 5% par an. Dans certains pays, elle évolue moins rapidement. Il y a peut-être là, sur le taux de la décote, 2 ou 3% au lieu de 5%, une possibilité. De négociation. De négociation. Mais est-ce que vous avez une idée de ce que va dire le président? Moi, je crois que le président va se concentrer sur les métiers pénibles. Je disais tout à l'heure qu'en 2002, avant la loi Fillon 2003, les ouvriers faisaient 44 ou 45 ans. Ceux qui avaient commencé à 14, 15, 16 ans. Nous avons pris à ce moment, avec la loi Fillon, la mesure permettant de partir avant 60 ans à 56, 57, 58 ans. Cette mesure reste, puisque un salarié sur 6 pourra partir avant 60 ans ou à 60 ans. Il n'en reste pas moins que celui qui a commencé à 19 ans, je prends le couvreur sur son toit, ou celui dans une usine métallurgique au 3-8, métier difficile. N'y a-t-il pas la possibilité d'engager des négociations de branche ou d'entreprise et pour les laisser à 60 ans, permettant de partir un peu plus tôt, moyennant une participation forte de l'entreprise et pourquoi pas un système de mutualisation. Là, il y a une marge, à mon avis, parce que c'est la seule critique qui est vraiment crédible. C'est ceux qui ont fait des longues carrières et des métiers pénibles et qui, à 55 ans aujourd'hui, se disent, moi, aller jusqu'à 62 ans, c'est quand même un problème. Je vais vous poser une question un petit peu provocante, mais vous savez que sur Radio Classique, on écoute l'essentiel des grandes interviews politiques sur les radios, les télévisions le matin. On va les écouter dans un instant. Mais je vous regarde dans les yeux concernant la pénibilité. Est-ce que vous connaissez, par exemple, dans le domaine social, ce qui s'est fait à un moment exagérément avec les arrêts de travail? Qui va décider ce qui est plus pénible?
Est-ce qu'on va pas se retrouver avec des administrations où des gens vont considérer qu'ils sont stressés? On a vu le drame de France Télécom. Ça va devenir très compliqué à arbitrer. Qui va dire la vie de Méhaignerie est plus stressante que celle de Durand, elle est plus stressante que celle du couvreur, ça va devenir très compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a aucun système collectif mis en place en Europe. Et qu'il ne peut y avoir que des systèmes individuels. Mais il ne va pas y avoir du trafic de pénibilité? Non, parce que je rappelle déjà qu'il y a quelques entreprises, je pense à Rhodia, je pense à Arkema, qui ont mis en place, pour certains salariés qui veulent faire d'autres choix et qui n'auront pas 100% de leur salaire, par exemple 72%, une possibilité de partir, mais c'est du cas par cas, individuellement, financé essentiellement, par l'entreprise ou par la branche. Et décidé dans l'entreprise. Et décidé dans l'entreprise. Donc le chef d'entreprise, c'est quand même l'argent collectif des salariés. Et il ne s'agit pas de s'engager pour tel ou tel métier dans un système qui conduirait de nouveau à un régime spécial. Ça, c'est une mission totalement impossible. Et la priorité des priorités, l'injustice majeure, c'est le chômage. Alors nous dire il faut augmenter les coûts de production, d'autres disent il faut augmenter les cotisations sur les salariés et le pouvoir d'achat. Et la croissance. D'autres disent, les retraités peuvent payer. Je crois qu'il y a des choix qui ont été faits. On maintient le pouvoir d'achat des retraités. Et ces choix-là, d'après vous, sont justes? Pour moi, ils sont justes, oui. Et je regarde ce que font les autres. Aucun pays n'a refusé de retarder l'âge de départ. Aujourd'hui, en France, l'âge effectif est de 59 ans. La moyenne en Europe est de 61 ans. Et donc, ces 2 ans, le seul problème qu'il faut examiner, c'est la situation des ouvriers pour des métiers pénibles. Là, il y a un problème de justice. Vous êtes un des premiers à avoir critiqué notamment le bouclier fiscal de ce point de vue-là. Oui, alors, nous entrons dans la deuxième phase de la discussion. Moi, j'aimerais bien qu'on remette à plat le système fiscal. Je pense qu'il faut supprimer l'ISF, supprimer le bouclier fiscal, faire une nouvelle tranche à 45%, et faire en sorte que les plus-values mobilières et immobilières, ceux qui s'enrichissent par le patrimoine, puissent participer au financement. Et si les 3 milliards perdus par l'ISF, dont nous sommes les seuls à maintenir le système, sont compensés par 4 milliards et demi sur les catégories les plus favorisées, je pense que les Français peuvent comprendre. Et ça, nous irions à la fois dans le sens de l'efficacité. Mais vous allez insuffler ça à l'UMP, vous êtes député UMP, est-ce que vous allez insuffler ça justement dans les mois qui nous séparent de la campagne présidentielle? Parce que vous savez bien que vous n'êtes pas un naïf, ce débat sur les retraites, c'est un affrontement droite-gauche aussi. Bien sûr, mais sur ce plan de la 60, c'était Mitterrand. Sur le plan de la fiscalité, on a un levier maintenant. Le levier, c'est le rapprochement franco-allemand. À la fois pour construire l'Europe politique et à la fois pour solidifier notre avenir. Et je pense que les Allemands ont supprimé, mais ont une justice peut-être et des tranches d'impôts sur le revenu plus élevées. Moi, je crois que nous avons été voir le président de la République avec Gilles Carrez, avec d'autres. Jean Arthuis défend la même thèse. Cette thèse, aujourd'hui, recevrait à l'Assemblée nationale un large accord. Dernière question, elle est importante. La dernière partie du quinquennat, on l'a fait avec qui à Matignon? Fillon? Avec François Borloo. Fillon. Moi, je vois bien le maintien de François Fillon. Bien sûr, Borloo sera un bon candidat. Ah non, vous n'allez pas me faire de langue de bois. Non, alors, aussi. si vous voulez pas de langue de bois, ma préférence, c'est François Fillon. Pourquoi? Le sérieux? Le sérieux, la complémentarité avec le président de la République, sa capacité d'écoute, son sens, je dirais, vous allez me dire centriste, mais d'essayer toujours de lier l'efficacité économique pour l'emploi et en même temps la justice. C'est pour ça que je donne ma préférence à François Fillon. Merci Pierre Méhaignerie d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous avons un rendez-vous avec Ravel et surtout avec Ève Ruggieri.